3 jours. C'est le temps qu'ils prirent pour détruire une femme de 70 ans. Pas pour la tuer. La tuer aurait pris quelques secondes. Non, 3 jours pour effacer l'idée même qu'une femme puisse régner. Le premier jour, ils la déshabillèrent devant 10 000 soldats. Le deuxième jour, ils lui arrachèrent en les ongles un par un. Le troisième jour, ils la promenèrent au nu sur un chameau pendant 3 heures. Et puis, ils l'attachèrent à un cheval sauvage, par les cheveux, un bras, une jambe, le reste du corps libre de se déchirer sur les pierres. Mais voici ce que personne ne raconte. Pendant ces 3 jours de torture, elle ne cria jamais, pas une seule fois. Et lorsqu'ils lui demandèrent de supplier, elle cracha du sang et murmura 9 mots qui glacèrent, même ses bourreaux. Cette femme avait gouverné le royaume franc pendant 40 ans, elle avait survécu à des guerres, à des assassinats, à la reine la plus meurtrière de l'histoire. Elle avait construit des routes qui existent encore aujourd'hui. Et son crime le plus impardonnable? Elle avait réussi, en étant une femme. Brunhilde, reine des Francs, 70 ans, 3 jours de torture. Une exécution si brutale que même les chroniqueurs médiévaux hésitèrent à la décrire complètement, car ils ne voulaient pas simplement la tuer. Ils voulaient terroriser toutes les femmes qui oseraient la suivre. Jour 1, aube, près de la ville d'Orbe. On arrache Brunhilde de la charrette. Ses mains sont enchaînées. Elle vient d'être capturée après une fuite désespérée. Elle est devant Clotaire II, le roi de Neustrie, le fils de son ennemi immortel. Clotaire la regarde. Cette vieille femme aux cheveux blancs, cette reine qui terrorisa le royaume franc pendant 4 décennies, maintenant à sa merci. Il prononce la sentence. Pas d'exécution rapide. Non, 3 jours. 3 jours pour que tout le royaume voie, pour que personne n'oublie, pour que plus jamais une femme n'ose prendre le pouvoir. Les soldats se précipitant, ils arrachent les vêtements de Brunhilde, un par un, la robe, le voile, le corsage, tout, jusqu'à ce qu'elle soit nue devant 10 000 hommes. À 70 ans, son corps n'est plus qu'un sac de peau flétrie. Ses seins pendent, son ventre est distendu par 7 grossesses. Ses jambes tremblent sous le poids de l'humiliation. Les soldats hurlent, rient, crachent, jettent de la boue. C'est le premier message. Une femme n'est rien. Même une reine. Imaginez cette scène. Une reine qui commandait des armées, réduite à un objet de ridicule. Que ressentez-vous? Pitié ou mépris? Dites-le dans les commentaires. Puis viennent les coups. Des fouets, des bâtons, des poings, partout, sans retenue, le dos, les jambes, le visage. La peau se fend, le sang coule, les os craquent sous les impacts. Brunhilde tombe, on la relève. Elle tombe encore, on la relève, encore. Pendant 6 heures, les coups pleuvent. 6 heures où chaque soldat peut frapper, peut participer, peut se venger d'avoir été commandé par une femme. Brunhilde ne crie pas. Elle serre les dents. Ses yeux fixent l'horizon. Vide, ou rempli d'un mépris si profond qu'il ressemble au vide. En fin de journée, on la jette dans une cage, comme un animal. On lui lance un morceau de pain moisi, de l'eau croupie. Elle ne touche à rien. Les nobles observent, frustrés. Ils voulaient l'entendre hurler, supplier, briser sa fierté. Mais cette vieille fiemme reste silencieuse. Bienvenue dans Histoires oubliées. Ce soir, nous reconstituons les 3 derniers jours de Brunhilde, reine des Francs. Minute par minute, coup par coup, à partir des chroniques de Frédéguer, du Liber Historiae Francorum et des rares témoignages des nobles présents. Vous allez découvrir comment une princesse wisigothe devint la femme la plus puissante d'Europe. Pourquoi sa rivalité avec la reine Frédégonde causa 40 ans de guerre civile.
Et surtout, quels furent les 9 mots qu'elle prononça avant de mourir. 9 mots qui résonnent encore 1400 ans plus tard. Car Brunhilde ne fut pas simplement tuée. On voulut détruire jusqu'au souvenir qu'une femme puisse régner. Mais reculons de 65 ans. Pour comprendre pourquoi il la haïssait tant. Tolède. 543 après Jésus-Christ. Christ, une petite fille naît dans le palais royal wisigoth. On la nomme Brunhilde. En langue germanique, celle qui combat avec la cuirasse, elle grandit dans le luxe. La culture, l'éducation, les Wisigoths sont romanisés. Chrétien, lettré, Brunhilde apprend le latin, le grec, la rhétorique, le droit romain, la stratégie militaire. À 20 ans, elle est tout ce qu'une princesse doit être. Belle, intelligente, éduquée. Et surtout, elle sait lire, écrire, argumenter, des compétences rares même chez les hommes nobles. 567 après Jésus-Christ. Une délégation franque arrive à Tolède. Ils cherchent une épouse pour leur roi. Sigeberthuis, roi d'Austrasie. Un royaume franc à l'est de la Gaule. Sigebert a vu un portrait de Brunhilde. Il la veut. Le mariage est arrangé. Brunhilde quitte l'Espagne civilisée. Elle traverse les Pyrénées. Elle entre en terre franque. Ce qu'elle découvre la choque. Les Francs ne sont pas comme les Wisigoths. Ils sont brutaux, violents. Ils mangent avec les mains, crachent par terre, se battent pendant les banquets. Leurs femmes n'ont aucun pouvoir, aucune éducation. Elles existent pour enfanter. C'est tout. Brunhilde vient d'entrer dans un monde où les femmes sont du bétail, mais elle épouse Sigebert. Elle devient reine d'Austrasie. Elle s'adapte. Elle apprend les coutumes franques. Elle survit. Pensez-vous qu'elle regrettait déjà son choix? Ou était-elle trop naïve pour comprendre? Partagez votre avis. La même année, le frère de Sigebert demande la main de Galswint, la sœur aînée de Brunhilde. Chilpéric Ier, roi de Neustrie, veut lui aussi une épouse Wisigoth. Galswint arrive. Elle épouse Chilpéric. 2 sœurs Wisigoths mariées à 2 frères francs. Une alliance parfaite, une paix garantie. Sauf que Chilpéric a une maîtresse. Frédégonde, une ancienne servante devenue concubine. Belle, manipulatrice, impitoyable. Frédégonde ne veut pas partager le lit royal. Elle veut le trône, pas les miettes, le pouvoir absolu. 1 an après le mariage, Galswint est retrouvée morte. Étranglée dans son lit. Officiellement, un accident. Officieusement, tout le monde sait. Frédégonde l'a fait tuer. Chilpéric épouse Frédégonde 8 jours plus tard. 8 jours. Le deuil n'a même pas commencé. Et Brunhilde jure vengeance. Pour sa sœur assassinée, pour l'honneur de sa famille, pour prouver qu'une femme wisigoth ne pardonne jamais. Si ces vérités enfouies vous fascinent autant qu'elles me hantent, rejoignez notre exploration en vous abonnant à Histoire oubliée. Car ce qui va suivre est l'une des rivalités les plus sanglantes de l'histoire médiévale. Brunhilde contre Frédégonde, 2 reines, 40 ans de guerre. Ce n'est pas une guerre de bataille rangée. C'est une guerre d'ombre, d'assassinats, de complots, de meurtres en série, 575 après Jésus-Christ. Sigebert, le mari de Brunhilde, est poignardé. 2 hommes, des scramasax empoisonnés, envoyés par Frédégonde. Sigebert meurt dans les bras de Brunhilde. Elle a 32 ans. Veuve, avec un fils de 5 ans. Childebert, trop jeune pour régner. Les nobles francs se fraudent les mains, enfin. Ils vont reprendre le pouvoir. Une femme veuve n'a aucun droit. Elle sera écartée, son fils placé sous tutelle, leur tutelle. Brunhilde dit non. Un seul mot, non. Elle devient régente. Elle gouverne l'Austrasie au nom de son fils. Les nobles sont stupéfaits. Une femme, régente, qui
qui refuse de s'effacer? Impossible, inacceptable, contre nature. Il tente de l'écarter, par la force, par la loi, par la corruption. Brunhilde résiste. Elle manipule, elle soudoie, elle menace, elle élimine. Un noble complote contre elle. Il meurt, empoisonné. Un autre tente un coup d'État. Il est exécuté. Un évêque la défie publiquement. Il est exilé. Brunhilde apprend vite. Dans le monde franc, la force est la seule loi. Alors elle devient impitoyable. Comprenez-vous pourquoi ils la détestaient? Elle jouait leur jeu, et elle gagnait. Écrivez dans les commentaires si vous auriez fait pareil. Pendant 15 ans, elle gouverne. Elle construit des routes, des dizaines de kilomètres de voies pavées. Certaines existent encore aujourd'hui. On les appelle les chaussées de Brunhilde. Elles fondent des monastères, des écoles, des hospices pour les pauvres. Elle codifie les lois. Elle réforme l'administration. Elle transforme l'Austrasie d'un royaume barbare en État organisé. Les nobles la haïssent encore plus, car elle prouve qu'ils sont inutiles, qu'une femme éduquée gouverne mieux qu'eux, qu'elle construit quand eux ne font que détruire. 595 après Jésus-Christ. Childebert meurt, son fils, empoisonné probablement. Brunhilde a 52 ans. Elle a 2 petits-fils, Théodebert et Thierry. Elle devient régente, encore. Les nobles complotent, encore. Ils veulent l'écarter, encore. Brunhilde résiste, encore. Elle exile les meneurs, confisque leurs terres, nomme des loyalistes. 597 après Jésus-Christ, Frédégonde meurt. Enfin, après 30 ans de meurtres, de complots, de cadavres. Brunhilde a gagné, sa rivale est morte. Mais Frédégonde laisse un fils. Clotaire II, 13 ans, roi de Neustrie. Et ce garçon a hérité de la haine de sa mère pour Brunhilde. Brunhilde gouverne encore 15 ans. Elle vieillit, elle durcit, elle accumule les ennemis. Chaque noble écarté devient un ennemi mortel. Chaque réforme crée des ressentiments. Ses petits-fils grandissent. Elle les manipule, les dresse l'un contre l'autre pour garder le contrôle. Elle veut le pouvoir, à tout prix. Jusqu'au dernier souffle. Les nobles attendent. Ils savent que Brunhilde est vulnérable. Une femme seule, vieille, détestée. Ils attendent dans le bon moment, jour 2, midi. La cage s'ouvre, Brunhilde est traînée dehors. Son corps est couvert de plaies, de sang séché, de boue. On la jette au sol devant une table. Sur la table, des outils, des pinces, un marteau, des couteaux, des instruments de torture soigneusement disposés. Un noble s'approche. Il sourit. Aujourd'hui, nous allons t'entendre crier. Les bourreaux commencent. Ils saisissent sa main droite. Ils placent une pince sur son ongle de pouce. Ils arrachent. L'ongle se détache avec un craquement humide. Brunhilde tressaille, mais ne crie pas. Juste une contraction du visage. Les bourreaux sont surpris. Les femmes crient toujours au premier ongle. Ils continuent. 2e ongle, 3e, 4e, 5e. La main droite est terminée. 10 ongles arrachés. Pas un cri. Ils passent à la main gauche. Même rituel, même résultat. Brunhilde serre les dents. Ses yeux se ferment, mais sa bouche reste close. Les nobles sont frustrés. Ils veulent briser cette fierté. Ils veulent en la réduire à une chose qui supplie. Un bourreau saisit le marteau. Il place le doigt de Brunhilde sur la table. Il frappe. L'os se brise. Le doigt se tord à un angle impossible. Brunhilde ouvre les yeux. Elle fixe le bourreau. Un regard de haine pure. Si elle pouvait tuer avec ses yeux, cet homme serait mort. Le bourreau frappe à nouveau. 2e doigt, 3e, 4e, 10 doigts brisés. Pas un cri, juste ce regard de mépris absolu. Auriez-vous cette force
Ou supplieriez-vous pour que ça s'arrête? Soyez honnêtes dans les commentaires. On verse de l'eau bouillante sur ses plaies. La peau grésille, l'odeur de chair brûlée envahit l'air. Brunhilde ferme les yeux, mais ne crie toujours pas. Les bourreaux abandonnent. Cette femme n'est pas humaine. Elle ne peut pas être brisée par la douleur. Il faut autre chose. L'humiliation. Voilà ce qui la brisera. On la traîne vers un enclos. Au centre, un chameau. Un animal ridicule, grotesque. Avec sa bosse, ses grands yeux stupides, son allure maladroite. On attache Brunhilde sur le chameau, nue, blessée, sanglante. Les mains aux doigts brisés pendantes, et on fait le tour du camp, lentement, pour que chaque soldat puisse voir, puisse rire, puisse cracher. 10 000 hommes massés de chaque côté. Ils hurlent, insultent, jettent des ordures. La reine qui les commandait est devenue une attraction de foire. Brunhilde garde la tête haute. Elle regarde droit devant. Elle refuse de baisser les yeux. Elle refuse de leur donner cette victoire. 3 tours du camp. 3 heures d'humiliation publique. 3 heures où elle reste stoïque, impassible, indomptable. Lorsqu'on la descend enfin, un noble hurle. Pourquoi ne pleures-tu pas? Pourquoi ne supplies-tu pas? Brunhilde le regarde. Elle crache du sang à ses pieds, et elle prononce les premiers mots depuis 2 jours. Vous êtes tous des lâches. Il a fallu que vous attendiez que je sois vieille. Le silence tombe. Ces mots résonnent dans l'air. Une accusation, une vérité, un défi. Le noble devient rouge de rage. Il la gifle, violemment. La tête de Brunhilde pivote, mais elle se redresse. Elle sourit. Un sourire ensanglanté, moqueur. Pensez-vous que c'était du courage ou de l'inconscience? Débattons-en dans les commentaires. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi cette violence extrême contre une femme de 70 ans? La réponse tient en un mot. Peur. Brunhilde avait gouverné 40 ans. Elle avait survécu à tous ses ennemis. Elle avait prouvé qu'une femme pouvait régner mieux que les hommes. Et cette idée terrifiait les nobles francs. Car si Brunhilde pouvait régner, alors toutes les femmes le pouvaient. Leurs épouses, leurs filles, leurs sœurs. L'ordre naturel serait détruit. Les hommes perdraient en leur domination, l'horreur absolue. Alors ils ne voulaient pas simplement tuer Brunhilde. Ils voulaient la déshumaniser, la transformer en monstre, en exemple, en avertissement. Voici ce qui arrive aux femmes qui osent. Voici le prix du pouvoir féminin. 613 après Jésus-Christ. Thierry, le petit-fils préféré de Brunhilde, meurt. Dysenterie. Ou poison. Brunhilde a 70 ans. Elle a passé 40 ans au pouvoir. Elle tente de placer son arrière-petit-fils sur le trône. Sigebert II, un enfant de 10 ans. Elle serait régente, encore. Pour la 5e fois, les nobles refusent. C'est fini. 40 ans de règne féminin. Assez, plus jamais, il se tourne vers Clotaire II, le fils de Frédégonde, maintenant âgé de 29 ans. Roi de Neustrie, affamé de vengeance pour sa mère, il lui offre l'Austrasie, le royaume de Brunhilde. En échange, il doit détruire la reine, complètement, publiquement, brutalement. Clotaire accepte. Il marche avec une armée, les nobles ouvrent les portes. Ils trahissent leur reine. Brunhilde tente de fuir. Avec son arrière-petit-fils, elle veut atteindre la Bourgogne, où elle a encore des alliés. Mais elle est vieille, fatiguée. Elle ne peut plus courir. Elle est capturée près d'Orbe. Trahie par un noble qu'elle croyait loyal, on l'amène devant Clotaire, enchaîné. L'enfant Sigebert à ses côtés. Clotaire regarde cette vieille femme, la reine que sa mère haïssait. Il prononce la sentence. Pour Sigebert, exécution immédiate. On fracasse le crâne de l'enfant contre une pierre.
devant Brunhilde. Le sang éclabousse ses pieds. L'enfant meurt en quelques secondes. Brunhilde ne détourne pas le regard. Elle fixe Clotaire. Si la haine pouvait tuer, il serait mort 1000 fois. Puis Clotaire annonce la sentence pour Brunhilde. Torture publique, 3 jours, suivie d'exécution par démembrement. Et nous voilà revenus au présent. Jour 3, aube. Le dernier jour. On sort Brunhilde de sa cage. Elle peut à peine tenir debout. 2 jours de torture ont détruit son corps. Ses mains, aux doigts brisés, pendent inutiles. Ses pieds saignent. Son visage est méconnaissable. Mais ses yeux brûlent encore, d'une rage intacte, d'un mépris absolu. On la traîne vers un espace dégagé. Au centre du camp. Tous les soldats sont rassemblés. Tous les nobles présents. C'est le grand final, le spectacle que tout le monde attend. Un cheval noir est amené, un étalon sauvage, nerveux, agressif. On l'a affamé pendant 3 jours, battu, rendu fou. Des bourreaux saisissent Brunhilde. Ils l'allongent au sol, ils attachent ses cheveux blancs à la queue du cheval, solidement. La corde mord dans son cuir chevelu, puis son bras droit, ligaturé au niveau du poignet. La corde serre, si fort que le sang ne circule plus, puis sa jambe gauche, attachée à la cheville, 3 points d'attache, le reste du corps libre, libre de se déchirer. Clotaire se lève. Il prononce l'accusation finale. Brunhilde de Tolède, tu es condamné pour meurtre, sorcellerie, et usurpation du pouvoir royal, sorcellerie. Le mot préféré des hommes qui veulent détruire des femmes puissantes. Comment une femme peut-elle gouverner? Sorcellerie. Comment peut-elle gagner? Sorcellerie. Comment peut-elle réussir? Sorcellerie. Un noble s'approche de Brunhilde. Il se penche. Il murmure. Supplie. Demande pardon. Et nous t'épargnerons le cheval. Nous te décapiterons. Une mort rapide. Brunhilde le regarde. Elle ouvre la bouche. Du sang coule sur son menton. Et elle prononce 9 mots. 9 mots qui vont entrer dans l'histoire. Comprenez-vous maintenant l'importance de ces mots? Continuez à lire. La réponse arrive. Le noble recule, choqué. Il fait signe au bourreau. Pas de pitié. Le bourreau frappe le cheval, violemment, sur la croupe. L'animal bondit, terrifié. Il s'élance au galop. Brunhilde est arraché du sol. Son corps vole un instant, puis percute la terre, les pierres, la boue. Le cheval ne s'arrête pas. Il court droit devant. Paniqué par les cris, par les coups, le corps de Brunhilde rebondit sur le sol. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque impact brise un os, déchire la peau, arrache la chair. Après le premier kilomètre, le bras se disloque. L'épaule sort de son articulation avec un craquement audible même à distance. Le bras pend, retenu seulement par la corde. Après 3 kilomètres, la jambe cède. Le genou explose. L'os du fémur perce la peau. La jambe traîne. Tordue. Inutile. Mais les cheveux tiennent. Cette corde dans les cheveux blancs reste attachée à la queue du cheval. Le corps, ou ce qu'il en reste, traîne par la tête. Le visage râpe le sol. Pierre après pierre. La peau part par lambeaux. Les os du crâne apparaissent. Le nez disparaît. Les lèvres se déchirent. Les soldats suivent. À cheval. Ils observent. Fascinés. Horrifiés. Incapable de détourner le regard. Après 5 kilomètres, le cheval ralentit, épuisé. Il s'arrête, haletant, couvert de sueur et de sang. On s'approche. Ce qui reste de Brunhilde n'est plus identifiable comme humain. Un amas de chair déchiquetée, d'os brisés, de tissus arrachés, les cheveux blancs sont encore attachés, rougis par le sang. C'est le seul moyen de savoir que c'était elle.
On détache, on jette dans un sac, on ramène au camp. Clotaire veut voir, veut s'assurer qu'elle essaie vraiment morte. Le sac est ouvert devant lui. Il regarde, il hoche la tête, satisfait. Brûlez là, immédiatement. Le bûcher est préparé. Le sac jeté dessus. Les flammes dévorent ce qui reste. L'odeur de chair brûlée envahit le camp pendant des heures. Les cendres sont dispersées. Dans la rivière Orbe, pour qu'aucune tombe n'existe, pour qu'aucun culte ne naisse, pour que Brunhilde disparaisse, complètement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer. Le soir même, Clotaire réunit tous les nobles. Il promulgue un édit, l'édit de Paris, 614 après Jésus-Christ. Article 1er. Aucune femme ne pourra plus jamais être régente. Aucune femme ne pourra gouverner au nom d'un roi mineur. Aucune femme ne pourra exercer le pouvoir royal. La loi est écrite, gravée, absolue. Tout ça pour empêcher une autre Brunhilde. Les nobles applaudissent, ils ont gagné. Plus jamais une femme ne les dominera. Plus jamais une femme ne prouvera qu'ils sont inutiles. Et pendant 1200 ans, cette règle tiendra. Les femmes françaises n'auront plus jamais de pouvoir politique réel. Jusqu'à la Révolution française. Comprenez-vous maintenant? Ils ne l'ont pas tuée pour ses crimes. Ils l'ont tuée pour terroriser toutes les femmes, pour dire « voici le prix du pouvoir féminin ». Écrivez dans les commentaires si vous comprenez ce message. Les chroniqueurs francs, tous des hommes, écrivirent sur Brunhilde avec une haine féroce. Frédéguer décrit son exécution en détail, avec satisfaction, avec joie. Il la nomme un second Jézabel, une sorcière, une manipulatrice, une tueuse. Il justifie sa mort. Elle méritait cette fin. Pour ses crimes innombrables, pour sa cruauté sans limite. Mais voici ce que Frédéguer omette. Les routes que Brunhilde construisit, des centaines de kilomètres de voies pavées. Certaines portent encore son nom, les chaussées de Brunhilde, les monastères qu'elle fonda, les écoles qu'elle créa, les lois qu'elle promulgua pour protéger les pauvres, les réformes administratives qui modernisèrent le royaume. Le pape Grégoire le Grand correspondait avec elle. Il louait son intelligence, sa piété, sa sagesse. Il la consultait sur des questions théologiques. Mais tout cela disparaît dans les chroniques, remplacé par des accusations de débauche, de meurtre, de sorcellerie. Car l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs voulaient effacer toute trace de sa compétence. Pendant 1000 ans, Brunhilde fut le symbole de la reine maléfique, la marâtre des contes de fées, la sorcière cruelle. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des historiens réexaminèrent les sources. Ils découvrirent une vérité différente. Brunhilde était une administratrice brillante, une bâtisseuse, une réformatrice. Son crime? Réussir dans un monde d'hommes. Aujourd'hui, 1400 ans plus tard, que reste-t-il de Brunhilde? Les routes qu'elle construisit existent encore. En France, en Belgique, en Allemagne, des centaines de kilomètres qui portent son nom, des villages, des rues, des monuments. Brunhilde en Belgique, Brunhilde en Allemagne. Son nom résonne à travers l'Europe. Richard Wagner s'inspira d'elle pour son opéra. Le Ring des Nibelungen, Brunhilde devient Brunhilde. Une Valkyrie, une guerrière légendaire. Dans la mythologie nordique, elle est une héroïne, trahie, assassinée, mais immortelle, car on peut démembrer un corps, on ne peut pas démembrer une légende. Clotaire Beu règne 15 ans après la mort de Brunhilde. Il meurt en 629. Oublié. Un nom dans les livres d'histoire.
Les nobles qui la torturèrent, effacés, aucun nom ne survit, aucune mémoire. Frais des guerres. Le chroniqueur. Une note de bas de page. Un auteur partial dont les historiens modernes contestent chaque mot. Brunhilde reste. Controversée. Fascinante, immortelle. Alors, que nous enseigne son histoire? Peut-être que le pouvoir féminin terrifie, que les hommes préfèrent détruire plutôt qu'accepter, que la violence contre les femmes n'a pas de limite quand il s'agit de préserver la domination masculine. Brunhilde gouverna 40 ans. Elle survécut à son mari, à ses ennemis, à sa rivale mortelle. Elle construisit un royaume. Elle transforma des terres barbares en États organisés, et ils la tuèrent de la manière la plus brutale jamais inventée. 3 jours de torture, une parade nue, un démembrement par cheval, pour s'assurer que personne n'oublierait, pour terroriser toutes les femmes qui oseraient suivre son exemple. Mais 1400 ans plus tard, nous connaissons encore son nom, nous racontons encore son histoire, nous débattons encore de sa vie. Que pensez-vous d'elle? Victime ou tyran? Héroïne ou criminelle? Symbole féministe ou manipulatrice? Partagez votre verdict dans les commentaires. Mais Brunhilde n'est pas la seule femme puissante que l'histoire médiévale a torturée. Une autre reine, 3 siècles plus tard, subit un sort similaire. Accusée des mêmes crimes, sorcellerie, adultère, trahison, dans notre prochaine vidéo, nous explorerons l'exécution de la reine Jeanne de Navarre, brûlée vive sur ordre de Philippe le Bel, pendant 3 heures, devant une foule qui priait pour son âme pendant que son corps se consumait. Abonnez-vous à Histoires oubliées et activez la cloche pour découvrir comment les rois médiévaux éliminaient les femmes qui refusaient de se soumettre. Car ce qu'ils firent à Jeanne dépasse l'imaginable. Une dernière question avant de nous quitter. Si vous aviez été Brunhilde, auriez-vous abdiqué à 60 ans pour vivre en paix? Ou auriez-vous gouverné jusqu'au bout, sachant le prix à payer? Soyez honnête. La réponse révèle si vous choisissez la survie ou le pouvoir, car c'est la question centrale de cette histoire. Une femme peut-elle avoir du pouvoir sans payer le prix ultime? Brunhilde choisit le pouvoir. Jusqu'au dernier souffle. Elle refusa d'abdiquer, elle refusa de se soumettre, elle refusa de disparaître, et ils la détruisirent. 3 jours de torture. Une exécution monstrueuse, une tentative d'effacement total. Mais 1400 ans plus tard, les routes qu'elle construisit existent encore. Les lois qu'elle écrivit influencèrent le droit médiéval. Son nom résonne dans toute l'Europe. Les nobles qui la torturèrent sont oubliés. Le roi qui ordonna sa mort n'est qu'une note. Les chroniqueurs qui la diffamèrent sont contestés. Brunhilde reste. Attachée par les cheveux, un bras et une jambe à un cheval sauvage. Traînée pendant 5 kilomètres, déchiquetée sur les pierres, brûlée, dispersée, mais jamais effacée. Car lorsque le noble lui demanda de supplier, lorsqu'il lui promit une mort rapide si elle s'abaissait à implorer leur pardon, Brunhilde cracha du sang et murmura 9 mots. 9 mots qui résumèrent 40 ans de règne. 9 mots qui glacèrent même ses bourreaux. 9 mots qui traversèrent 400 ans d'histoire. Vous êtes tous des lâches. Aucun de vous n'aurait osé.